Le dernier podcast remontait à un certain temps. Je veux parler des vrais podcasts, ceux que vous retrouvez sur iTunes et sur le site. Ce qui m'a motivé à me bouger, à me sortir un petit peu les doigts, et sans jeu de mots. Et celui qui m'a motivé à me sortir les doigts, et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, s'appelle presque comme moi, en tout cas avec un F ou un PH, ça se discute, mais il s'appelle Stéphane Rose. Et il a écrit plein de choses, mais notamment deux qui nous intéressent aujourd'hui. La première, qui est la première que j'ai lue de lui, qui s'appelle miseresexuelle.com et qui vient de sortir chez La Musardine. Et une chose plus ancienne, rééditée, qui s'appelle Pourvu qu'elle soit rousse. Et cette espèce d'alchimie entre ces deux bouquins, plus des espèces de connivence sur notre recherche d'un certain morphotype de femme, m'a poussé à le rencontrer. Alors bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors, on pourrait commencer cette interview évidemment en te demandant t'as quel âge, présente-toi, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? On va le faire parce que j'y suis un peu contraint, et puis ensuite on va directement rentrer dans le sujet du site de rencontre, de la recherche de l'être idéal, etc., etc. Alors allons-y, voilà. Présente-toi rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, je suis Stéphane Rose, j'ai 40 ans. Je suis un peu écrivain, journaliste, auteur. J'aime écrire sur tous les supports et sur tous les sujets. Ça se voit, ça sent. Voilà, et notamment la sexualité. Donc, les sites de rencontre, parce que je les ai pratiqués et que j'avais des choses à en dire. Et les rousses, pareil, je les ai pratiqués et j'ai eu des choses à en dire. Alors, justement, à propos des sites de rencontre, j'ai envie qu'on articule ce début d'interview sous deux axes. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'était l'écart abyssal. J'ai pratiqué, mais à des fins très commerciales, puisque je n'ai pratiqué que pour organiser un séminaire payant sur le sujet. Voilà. Ouais. Donc je n'ai pratiqué qu'à but d'expérience et d'exercice. Et encore, ça fait quelques années. Ce qui m'avait frappé à l'époque, et j'ai envie de ta sensation, de ton avis là-dessus, c'est l'écart abyssal entre ce que l'homme en attend, espère y trouver, projette, et la réalité de ce qu'on y vit, de ce qu'on y trouve. Donc voilà, sans vouloir orienter ta réponse, c'est vrai que moi à l'époque j'avais été absolument effaré par une espèce de sensation d'immense bain de dépression dans lequel baignaient les filles qui y étaient, et dont je me suis senti presque gagné à la fin. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines de test, enfin j'ai coupé à l'époque tu payais pour un mois, donc j'ai coupé à 3 semaines et demie, quoi. Et je suis sorti avec une espèce de début de déprime, alors que je m'attendais au contraire absolument à une espèce de, si tu veux, pas d'équation, mais de dire, bon, on a une tête potable, on sait écrire, on sait à peu près avoir un style léger à l'écrit, pas être trop bête. En toute logique, on va faire des rencontres vachement plus nombreuses et intéressantes que dans la vie réelle, où les conventions fait qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de quelqu'un qui vous parle dans la rue, c'est terrorisant, etc., etc. Et en réalité, j'ai découvert une espèce de bain de déprime post-rupture, où on vient se reconstruire un ego, etc. Voilà. Comment tu le, qu'est-ce qui te semble être la juste réalité? J'ai appelé le livre miseresexuelle.com, c'est pas pour rien. J'imagine. J'aurais pu aussi l'appeler misereaffective.com, les deux sont mélangés. Qu'on vienne y chercher le sexe ou l'amour, de toute façon, on s'expose à des désillusions. Alors, pour écrire ce livre, j'ai fait un grand appel à témoins en posant une question qui n'était pas du tout orientée, c'était « Racontez-moi une anecdote probante sur votre expérience des sites de rencontres ». Et j'ai eu, sans exagérer, 99% de mails qui me racontaient quelque chose de négatif, pour 1% qui disait « Ouais, c'est super, j'ai rencontré ma copine ou mon mec là-dessus ». Qui était écrit par l'attaché de presse de Mythique ou... Oui, sans doute. Et voilà, donc ces témoignages, je les ai classés en 4 catégories qui se sont imposées naturellement. Il y avait 4 groupes qui sont pour moi les 4 nuances de la misère sexuelle affective qu'on trouve sur les sites. D'abord, c'est que la première chose, c'est quand on n'est pas séduisant dans la vie, c'est-à-dire quand on n'est pas beau ou quand on ne sait pas écrire, on n'a pas d'humour, enfin tout ce qui peut désigner la séduction. Quand on ne séduit pas dans la vraie vie, on ne séduit pas sur le net. Donc les gens arrivent après avoir vu des pubs qui leur expliquent que vous allez enfin trouver l'amour grâce au net, grâce à la multiplicité des possibilités. En fait, pas du tout. Tu veux parler de ce mythe qui veut qu'on fasse croire, pour des raisons commerciales, aux gens qu'ils méritent leur moitié, alors qu'en réalité, si tu n'apportes pas de valeur sur la table, tu mérites que dalle et tu n'auras rien. Exactement. Et le mot valeur est d'autant plus juste qu'on est
on est sur des sites qui sont des catalogues où chaque humain est présenté dans un profil avec une photo des caractéristiques techniques. Donc effectivement, il a intérêt d'être au taquet sur toutes les valeurs de la séduction, parce qu'il y en a toujours un qui sera supérieur à lui. Et c'est pour ça que la deuxième catégorie de mon livre, c'est les mythos. Sur les sites de rencontres, tout le monde ment. On ment sur son âge, on ment sur sa taille, sur son poids. On met des photos vieilles d'il y a 10 ans ou anglais de façon très avantageuse. Il y a des gens avec le bras de l'ex coupé, ou genre tu vois qu'en fait t'étais comme ça et hop. Mais il y en a plein. Mais c'est horrible ces photos-là. C'est horrible. Il y en a plein des comme ça. T'as des gens qui mentent sur leur métier, des gens qui mentent sur la ville où ils habitent. T'as ceux qui mentent sur leurs intentions, c'est-à-dire des gens qui sont en couple, qui veulent juste tirer un coup, mais qui font croire qu'ils sont célibataires, disponibles, accessibles. Et donc voilà, pour se mettre au niveau de ce qu'on estime être la bonne valeur pour choper, on ment et on invente. Sauf que quand on ment et qu'on obtient un rendez-vous, forcément, c'est la douche froide, puisque l'autre découvre une réalité distordue par rapport à ce qu'il a vendu, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable avant de te laisser finir, mais sinon je vais oublier. Hein, c'est la preuve que je suis pas encore journaliste pro, parce que j'oublie mes questions assez vite, donc il faut que je les pose à chaud. Tout à l'heure, tu m'as dit, si on n'est pas séduisant dans la vie, on l'est pas en virtuel, expliquant ce fait par exemple, la capacité à écrire. Est-ce que je peux l'inverser en disant que quelqu'un qui écrit très très bien comme toi, parce que tu as du rythme, c'est bien balancé, tu arrives à mettre le petit mot salace où il faut, sans en faire trop, parce que plus après ça fait trop, mais voilà. Est-ce que, et quand on écrit vraiment bien, du coup, on a un retour, on va dire quasiment systématiquement, sous-entendu, est-ce que tu penses que les filles sur un site de rencontre ont le discernement de reconnaître une qualité littéraire? Et moi j'ai mon avis, mais j'aimerais le tien. C'est pas qu'elles ont... Dans les réponses qu'elles t'ont faites au début du livre, c'est des réponses de merde. Hein. Ouais. C'est 10 points d'exclamation d'affilée. Oui, il y a ça. Voilà. Et donc, à la limite... Non, mais a priori, quand tu écris bien, tu séduis les intellos et ça démarre sur une correspondance et c'est intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les sites de rencontres comme dans la vie, la femme propose... Enfin, l'homme propose, la femme dispose. C'est-à-dire qu'elle a qu'à se connecter et les mecs vont venir lui parler. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, quand une nana a eu 50 « salut, ça va » avec des smileys en langage SMS et qu'il y a un mec qui arrive, qui fait un mail un peu personnalisé après avoir lu son annonce, forcément, c'est à lui qu'elle va parler. C'est aussi simple que ça. Et donc, la discussion s'engage spontanément, effectivement, si on sait un petit peu écrire ou en tout cas si on s'intéresse à la personne autrement que pour lui demander est-ce que tu aimes prendre des échecs faciales dès le deuxième mail après avoir dit salut, quoi. Et ça, c'est une réalité. Il y a des filles qui m'ont témoigné ça. Le mec qui dit bonjour, la femme qui répond bonjour, et le gars qui enchaîne tout de suite à je cherche un plan A3, est-ce que ça t'intéresse, et est-ce que t'as une copine pour faire la troisième? Des trucs aussi absurdes que ça existe, quoi. Ah oui, mais t'as pas à me convaincre, je le sais, puisque maintenant c'est la mode de toutes les chaînes de télé font le reportage en mettant une de leurs journalistes sur les Champs-Élysées le soir à 22h, et même pas habillée comme une chagasse, hein, je veux dire habillée normalement. Et t'as 45 types de banlieue qui viennent lui proposer de monter dans la chambre d'hôtel. Voilà. Ou voilà. C'est normal que ça se transpose au site de rencontre. Mais ce qui m'intrigue, c'est que effectivement, quelqu'un qui a pas de qualité et qui apporte pas de valeur, ça marchera pas non plus. Mais moi, ce qui m'a semblé remarquer, c'est qu'à la limite, comment dire, ma désillusion et cette espèce d'écart abyssal entre ce que j'en imaginais et ce que j'y ai vu tient un peu au fait que, comme on a beaucoup de nanas qui sont en post-rupture et qui viennent pour se reconstruire un ego, même si toi t'es pas du tout déprimé et t'es dans une démarche hyper anecdotique, intéressante ou originale comme la tienne, qui est à la recherche d'un morphotype précis, ou comme moi qui était à la recherche de matériaux pour un séminaire, tu es assimilé à une espèce de, pas de loser, mais de mec en rebond. Elle cherche à savoir si t'as pas une histoire bien douloureuse, si t'es pas un peu déprimé ou quoi. Et t'as envie de dire, non, je suis normal en fait. Mais du coup, tu prends la projection de ce qu'elles ont vu, de toute la nullité de tous les autres, que tu décris par les salut, ça va, suce-moi, machin. Tu la récupères également en fait, quels que soient tes efforts pour écrire bien et pour. T'as pas l'impression que tu prends un peu la nullité
et le magma ambiant déteint. Oui, mais tu payes pour toutes les conversations foireuses qu'elles ont eues avant toi, bien sûr. Et c'est vrai que les sites de rencontres, c'est pas représentatif forcément de la norme des gens normaux. Les gens normaux, je pense qu'ils vont sur le site de rencontre, ils y mettent un doigt de pied, ils sont effrayés, ils y retournent pas, quoi. Donc les gens qui y restent, c'est forcément des gens qui ont des casseroles. Et donc, forcément, quand tu envoies un mail à une nana, elle s'est essuyé 50 obsédés et 50 névrosés et 50 mecs qui n'avaient pas digéré leur ex. Donc forcément, c'est le règne de la parano, et c'est d'autant plus le règne de la parano que on est planqué, on ment beaucoup, on n'est pas vraiment soi. Est-ce que t'as menti, toi ? Pas vraiment, non. Mais moi, ma stratégie dans la vie, c'est de tout faire à visage découvert et d'assumer. D'une part, on gagne du temps, et en plus, je m'aperçois que c'est plus séduisant d'être comme ça. Et donc j'ai jamais vraiment menti. Il y a des fois où je mettais pas ma photo parce que je voulais aussi rencontrer des filles à l'aveugle sans photo, mais ça c'était plus des expériences. Mais c'est une forme de mensonge. J'ai entendu dire que moi j'aurais parié le contraire, mais encore une fois je suis pas un spécialiste. J'ai entendu dire que on avait parfois les plus belles surprises justement sur les profils sans photo. Je n'irai pas vérifier. Je vais pas racheter un faux compte juste pour aller vérifier ça. Puis en plus je suis pas disponible. Mais alors ça m'intrigue. Est-ce que vraiment les très belles, pour ne pas se faire assaillir, mettent pas de photos, c'est vrai ça ? Ou c'est des immondes cajots épouvantables ? Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est ça toute l'excitation qu'il peut y avoir à rencontrer quelqu'un à l'aveugle. C'est que tu tombes sur des immondes cajots. Moi j'aurais parié cajots. Et tu tombes aussi sur des bombasses ou sur des célébrités. Ça peut arriver. Moi j'en ai pas rencontré, mais j'ai des copines qui sont allés chez des mecs qui se sont avérés être des acteurs ou des grands journalistes, ou qui mettaient pas leurs photos pour pas s'afficher, ou qui, quand ils la mettaient, on leur disait c'est un fake, c'est pas vous, alors que c'est vraiment eux. Donc non, c'est vraiment c'est qui tout double. Alors justement, on a commencé à entrevoir cette espèce de dissymétrie qui veut que la femme dispose et l'homme propose. Je vais pas te contredire, je peux même pas jouer l'avocat du diable parce que je suis entièrement d'accord, et n'importe quel mec, même à part une superstar ou un multimillionnaire, mais un mec même beau, bien bâti, tout ce que tu veux, il aura 10 fois moins de propositions qu'une nana quelconque, et c'est comme ça. Du coup, pourquoi elles y vont, quoi ? Pourquoi elles y vont, sachant en plus que quand elles y vont, c'est pour se faire... Enfin, pourquoi elles y restent ? Sachant que quand elles y restent, c'est pour entendre dire « salut, ça va », des propositions salaces sans aucun jeu de séduction. Mais parce qu'il y a quand même 2-3 mecs bien sympathiques à leurs yeux, quand même, sur ces sites-là, et à l'inverse chez les nanas. Et en fait, le but, ça va être de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est ça le problème des sites de rencontres, c'est qu'il faut avoir beaucoup de temps à y perdre pour faire des rencontres intéressantes. Mais les gens bien, les gens séduisants, ils sont aussi. C'est des gens qui sont peut-être qui travaillent beaucoup ou qui ont un cercle social, professionnel très fermé, et donc dans ça là, ils s'inscrivent pour sortir de ce cercle-là. Il y en a des gens comme ça. Alors, je suis d'accord sur le coup du cercle, parce qu'il y a une anecdote que tu racontes donc dans Misère, je crois, Misère sexuelle, qui est la fille de Picardie qui fait des rendez-vous à Paris parce qu'elle en a marre de se taper des agriculteurs, des informaticiens et des commerciaux. Et ça, je l'ai vécu avec une nana qui m'a menti dans cette expérience que je raconte. Qui m'avait menti sur son lieu d'existence, parce qu'elle était en fait en Normandie ou je sais plus où, et qui s'était tapé 1h30 de train pour venir dîner avec moi, parce que je remplissais un peu la grille du mec qui habitait Paris-Centre. À l'époque, j'habitais le 16e, ce qui était une pure coïncidence. Je sais pas du tout de là, mais c'était... Et donc, j'avais coché dans sa tête des espèces de cases, et elle s'est tapé 1h30 de train, parce que elle avait compris à tort que je bossais plus ou moins à la télé. Alors qu'en fait, je dis non, je viens de sortir de la télé, j'étais juste filmé pour un tournage. Mais dans sa tête, elle a dit télé, Paris 16, tel âge, machin, et elle s'est tapé 1h30 de train. Et donc, quand t'as raconté l'exemple de la Picarde, je me suis dit, mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un côté désespéré où on balance des hameçons pour s'échapper d'un milieu où, voilà, sociologiquement, on n'a quasiment aucune chance d'en sortir sinon, quoi. Est-ce que ça peut marcher ? Il y a cet exemple-là que je cite, j'en ai cité qu'un, mais moi j'en ai croisé plein sur les sites de rencontres, des filles qui habitent dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, et qui cherchent spécifiquement les mecs à Paris, parce qu'elles sont attirées par les intellos, les écrivains, les journalistes, les gens de télé, les artistes, et ces gens-là sont quand même majoritairement à Paris, même s'il y en a en province, mais malheureusement, la délocalisation n'a pas eu lieu. Donc les gens cool sont à Paris,
elles veulent un mec cool, donc elles draguent à Paris, c'est clair. Et c'est assez horrible pour la province, mais c'est une vraie réalité. Et à l'inverse, quand on a pigé ça sur un site de rencontre, il suffit de dire, comme beaucoup de gens font, je suis photographe ou je suis écrivain, alors qu'en fait on est guichetier à la RATP et on fait un petit peu de photos en amateur. Mais ça, c'est aussi un témoignage que j'ai beaucoup récupéré. Et donc les mecs, en faisant ce petit mensonge professionnel, attirent des nanas à elles, et puis une fois qu'ils les ont chopées, c'est bon, c'est réglé. La réalité peut arriver, c'est trop tard pour elles, quoi. Puisqu'on en est à parler de sites de rencontres, ce qui pourrait prêter à confusion, puisque c'est pas le but essentiel de mes recherches en ce moment, mais c'est la porte d'entrée, puisque ton livre est là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as identifié la stratégie qui marche le mieux ? C'est-à-dire qu'on a parlé vaguement du mytho, on a parlé vaguement de avancer un visage découvert, on a parlé de la stratégie pitoyable de balancer les trucs salaces tout de suite. Ouais. Ça évidemment, j'ose espérer que ça marche pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait une nana assez tarée pour au bout de 2 secondes, voilà. Donc en réalité, quand on a éliminé les tarés, les idiots, blablabla, on a éliminé toute la botte de foin. Quelle est là où les stratégies où on a à peu près une chance de rencontrer à peu près quelqu'un de normal? Moi, je pense qu'il faut écrire une annonce. Parce que souvent, on n'écrit pas d'annonce, on se contente de mettre 2-3 caractéristiques. Écrire une annonce bien troussée, avec de l'humour. Pas une photo, mais plusieurs photos qui nous montrent sous tous les angles. C'est-à-dire, mais vraiment se montrer tel qu'on est. Et puis écrire aux gens en faisant l'effort de faire un mail bien soigné. Et là, ça marche. Voilà. Si on fait ça, ça marche. J'en suis convaincu. Ok, bon ça je pense que ça intéressera certains de nos auditeurs. Alors maintenant j'en reviens à ce qui m'intéresse moi, puisqu'avant d'être un peu égoïste, il faut être altruiste. Donc on a un peu servi les gens qui nous écoutent, et maintenant ce qui m'intéresse moi. Cette espèce de sensation de médiocrité qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est cette espèce de... On n'arrive pas bien à sentir dans ton livre si tu l'attribues, si c'est la faute des sites de rencontres en eux-mêmes, ou si cette médiocrité, cette nullité, elle est dans l'homme même, enfin homme et femme, et qu'en fait le site n'est qu'une plateforme permettant de la mettre au jour, alors qu'en réalité, en fait, les gens seraient aussi nuls dans la vie normale, sauf qu'ils n'ont pas le droit de se parler. Est-ce que cette nullité, ces espèces d'échanges vulgaires, plats, inintéressants, sans annonce, propositions d'adultère, bêtes et méchantes, est-ce que c'est ce que tout le monde rêve de faire tout le temps, sauf qu'on n'a pas le droit de le dire ? Et donc le site permet de le mettre en avant, ou est-ce que du moment qu'on est sur un site, on devient retors, on devient menteur, on devient nul? Je pense que ma réponse est dans ta question. Effectivement, c'est pas les sites qui sont incriminés, c'est ce qui révèle de la médiocrité humaine. Après, je dirais pas qu'on devient nul et retors quand on est sur un site de rencontre, on l'est avant. Et donc, de fait, on peut pas être différemment sur un site. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je dissuade pas du tout les gens de se désinscrire ou de ne pas aller. Je dis, essayez-les, voyez ce que ça vous dit de vous. Parce qu'effectivement, ça peut révéler des mauvais penchants qu'on peut avoir. Si on est, par exemple, un peu prédisposé à l'addiction, on peut tomber dans le consumérisme sexuel très facilement, si on a du succès. Si on a des prédispositions à la paranoïa, on peut se faire des pétages de plomb dans les règles de l'art sur un site de rencontre. Par exemple ? L'exemple le plus classique, c'est je rencontre quelqu'un sur un site de rencontre, on se roule une pelle, on passe la soirée ensemble, donc a priori, l'histoire débute. Sauf que ça, c'était avant. Ça, c'était dans l'héritage du couple que nous ont légué les anciennes générations. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Oui, je vois où tu nous emmènes. Quand on embrasse quelqu'un, quand on couche ensemble et quand, a priori, on va se revoir. Ça ne sous-entend pas qu'elle lâche les autres branches. Non, c'est ça. Et moi, le conseil que je donne, c'est demander à votre partenaire, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre relation? C'est un couple libre? On est dans la fidélité ou pas? Et si oui, est-ce qu'on se désinscrit chacun? Parce que sinon, on s'aperçoit très vite que la personne dont on est en train de tomber amoureux, avec qui on a passé la nuit, le lendemain est en train de se choper 3 ou 4 autres rendez-vous sur le site de rencontre, parce qu'elle a pris goût au site de rencontre. Voilà. Et les sites, qui sont finalement des outils vachement bien foutus, nous révèlent tout ça de nous-mêmes. Mais il ne faut pas non plus ne pas les accabler, parce qu'ils sont organisés pour. C'est un catalogue. Donc le catalogue, c'est quelque chose qui tue toute forme de magie amoureuse. Donc a priori, on rencontrera pas ces émotions-là de l'histoire qui débute sur un site.
Et aussi, autre anecdote très rigolote, c'est que ces sites comme Mythique qui prétendent nous faire trouver l'amour, quand on s'en désinscrit, on nous demande pourquoi vous vous désinscrivez, parce que j'ai trouvé l'amour, et on te propose un abonnement gratuit pour que tu y restes, et oui, mais j'ai trouvé l'amour, non, mais donc on veut que tu trouves l'amour, mais on veut aussi que tu continues de te trouver. En te forçant à appeler de vive voix. Ouais. Ou en cachant quasiment le mail permettant de se désinscrire à l'écrit. Il faut le trouver. Et donc en forçant le fait à appeler de vive voix pour qu'évidemment le timide n'ose pas révéler qu'il est sur Mythique ou autre, et on va dire laisse courir l'abonnement encore quelques mois supplémentaires avant de réunir tout son courage et d'oser. Ce qui était un peu les astuces des magazines porno dans les années 80-90 où tu t'abonnais à Playboy, tu pouvais jamais t'arrêter en fait. Non. C'est comme. Ça arrivait à plein de potes. À un moment, il faut appeler aux États-Unis en anglais, quoi. T'imagines, faut appeler au fin fond de l'Arizona ou je sais pas quoi, en anglais, pour te désabonner d'un truc où tu t'es abonné en France et où tu pensais t'arrêter quand tu veux, en fait. Ouais. Et c'est marrant que les méthodes des vendeurs de porno soient les mêmes méthodes que les vendeurs d'amour. Voilà. Donc faut pas s'étonner que les sites amoureux soient des sites où on cherche des rencontres pornographiques finalement, puisque les gens qui organisent ça sont les mêmes. Alors, en parlant de recherche, la deuxième raison qui m'a incité à te rencontrer, c'est ce livre que Amazon m'a gentiment proposé en achat croisé quand je cherchais le premier, que j'ai devant moi, qui est encore mieux écrit que le premier. Le premier, on va dire, il est à mi-chemin entre une revue de presse, un essai, c'est un espèce d'ovni. Là, on est vraiment sur du roman, de la nouvelle. Je vous incite vraiment, sincèrement, même si vous préférez les brunes à pommades, à faire abstraction de la recherche de Stéphane et à le lire pour la forme, parce que c'est assez jouissif de trouver dans ce... Tu classes ça en littérature érotique, toi, c'est classé comment ? Non, et d'ailleurs, je l'avais proposé parce que vu que les nouveaux standards, qui est 50 Shades of Grey, on va dire aujourd'hui, passent comme une lettre à la poste, alors qu'il y a 30 ans, ça aurait été de la limite du sadomasochisme. Du coup, les frontières bougent, et où est-ce qu'on met ça ? Qui est à peu près du même... Ouais, mais je l'avais proposé à un éditeur érotique parce qu'il y a beaucoup de cul et je pensais que c'était un livre porno. Et il t'a dit non, pas assez. Et on m'a dit non, c'est un livre psychanalytique. Je suis d'accord avec ça aussi, pour moi c'est lié. Donc c'est pas un livre à vocation masturbatoire, donc il a été refusé. Là il est réédité chez un éditeur érotique, mais c'est parce que c'est devenu un peu ma maison d'adoption, la Musardine, donc on le réédite, et parce qu'il y a beaucoup de sexe malgré tout. Mais pour moi c'est un roman introspectif, on va dire, où je m'interdis pas le cul, mais où je m'interdis pas non plus de parler de mes névroses et de plein d'autres choses. Le sexe, ça constitue l'humain comme plein d'autres choses. Donc pourquoi, quand on parlerait de sexe, on serait forcément casé dans une case un petit peu rose bonbon, avec des chandelles et des nanas en barésie? Non, pas forcément. Le sexe, c'est l'humain, et le sexe, c'est aussi dramatique que réjouissant, finalement. Alors, est-ce que t'es guéri? Oui, tout à fait. Eh bien, il y a une jeune fille qui est là dans la même pièce que moi. Tu peux constater qu'elle n'est pas rousse. Et accessoirement, je confirme à l'auditeur. Je suis plus sur les sites de rencontres, donc j'en suis guéri. Donc je sais pas si c'était une névrose, c'était peut-être un fétichisme passager, on va dire. Je comprends. Je comprends très bien. Oui, j'ai eu une rencontre avec une rousse qui m'a un peu obnubilé pendant un temps, et ensuite j'ai un peu recherché à retrouver ces émotions-là dans le corps des autres rousses. Alors, c'était pas l'ordre des questions, mais puisque t'en parles, allons-y maintenant. À quel moment est-ce que... Alors, tu t'es conscient que une majorité d'hommes n'ont pas de type. Ils n'ont pas de genre précis. Ils sont, on va dire, dans une espèce de désir de la femme en général, qu'ils survalorisent ou qu'ils fantasment en général beaucoup plus pure qu'elle n'est, d'où la désillusion en général. Quand on se fait bâcher la gueule une fois ou deux, on devient voilà. Mais très rares sont finalement les gens à la recherche d'un profil, d'un type, d'une odeur, d'une apparence, d'une façon de bouger. Et nous sommes une minorité. Je me range dans ton camp. Nous sommes une minorité. Et comme disait Nietzsche, que je lisais beaucoup à une époque, et puis après je me suis guéri comme toi, il disait c'est pas grave d'avoir bon ou mauvais goût. Déjà, si vous avez un goût, vous êtes déjà au-dessus de 80-90% des gens. Est-ce que avoir un goût, avoir un type, ça naît d'une histoire précise? Et question subsidiaire, si ça naît d'une histoire précise comme dans ton cas, est-ce qu'on en est conscient quand on vit l'histoire, ou est-ce que c'est quand ça s'arrête que l'obsession amoureuse naît? Est-ce que c'est finalement quand tu étais avec cette fille rousse dont j'ai oublié le prénom, c'est peut-être un faux prénom dans le bouquin, d'ailleurs, peu importe. Est-ce que
dans l'instant, t'avais ce sentiment de communion en disant il se passe un truc fantasmagorique dans ma vie, j'ai exactement rencontré ce que je voulais, celle que je voulais. Ou est-ce que c'est à la fin, quand l'objet du désir s'est éloigné, que tout à coup cette espèce d'obsession et de fantasme est née? C'est les deux. Quand je vivais l'histoire, c'était fabuleux, mais quand elle s'est arrêtée, c'est vouloir retrouver ce côté fabuleux. Et le fait de le perdre, effectivement, a créé... Cette odeur dont tu parles pendant 213 pages, ouais. Est-ce que, un peu comme les poissons rouges, est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a de l'eau autour? Est-ce que tu avais conscience de tous ces traits de peau, machin de trucs, en le vivant? Ou est-ce que c'est quand elle est partie et que tu as respiré une autre femme que tu t'es dit Alors, spécifiquement pour l'odeur, oui. C'est-à-dire qu'au moment de vivre la relation, c'est intéressant, c'est quelque chose de... Ça enrichit mes fantasmes, mais on mesure pas l'importance que ça peut prendre. Et effectivement, quand on le perd, ce serait comme un accro du chocolat de lui dire, bah voilà, il n'y a plus de cacao dans le monde, donc tu mangeras plus jamais de chocolat de ta vie. Donc le mec, il devient maboule, et il va écumer toutes les épiceries fines pour voir s'il reste pas un petit peu de stock, quoi. Bah, c'est un peu ce que j'ai vécu. Sauf que, voilà, pour l'odeur, après, on s'aperçoit qu'on peut rencontrer une autre odeur, qui n'est pas l'odeur des rousses, et tomber amoureux d'une autre odeur, et voilà comment on se guérit, quoi. Moi, c'était vraiment un passage... Je suppose que la jeune fille à ma droite sent excessivement bon, alors. Elle sent très bon, elle sent pas la rousse, elle sent la... Est-ce qu'elle peut nous dire bonjour? Bonjour. Voilà. Et elle a pas la peau blanche. Si, quand même. Légèrement ombrée. Non, elle a... Voilà. Donc, tu nous as, enfin, moi je devine un peu tes goûts et ton style, en tout cas ceux qui étaient les tiens à l'époque de la rédaction de ce livre, qui est peut-être pas si récente finalement. Mais il a 10 ans ce livre. C'est pour ça que je dis, c'est quand même derrière moi. Ah oui, je l'ai écrit, enfin le livre n'a pas 10 ans, mais l'histoire que j'ai vécue a 10 ans. D'accord. Je l'ai vécu à 30 ans, j'en ai 40. J'ai écrit le livre vers 35, et là c'est une réédition, donc c'est plus moi ce livre, quoi. Moi je suis en perpétuel devenir, et c'est une étape que j'ai racontée. D'accord. Voilà. Et le prochain livre, qui sera très introspectif, ne parlera pas du tout des mêmes choses, quoi. Ok. Est-ce que tu penses qu'un homme qui n'a pas vécu une histoire aussi singulière et forte et fusionnelle et sexuelle et gémellaire, comme tu dis, avec cette fille-là, peut se nourrir un goût, un style? Est-ce que pour avoir un style, du style, un type, il faut cette espèce de relation arrache-cerveau? Et que si on n'a pas vécu une relation arrache-cerveau, finalement, on ne construit pas cette espèce d'image un peu divine là qu'on recherche désespérément. Ouais, mais pas forcément. Ça peut être aussi... moi, je crois beaucoup en la psychanalyse, et je pense qu'on peut avoir des chocs traumatiques inconscients, sensuels, à la plus petite enfance, qui font qu'on va ensuite rechercher, qu'on va cultiver ce goût-là. Et c'est le propre des fétichistes. Les fétichistes, un jour, un fétichiste, il va avoir été caressé quand il était petit par une immense chevelure un peu involontairement, et il va passer sa vie à la rechercher, il va devenir fétichiste du cheveu. C'est souvent ça, les fétichistes. Quand il y en a beaucoup dans les cabinets de psychanalystes, parce qu'ils en peuvent plus de leur fétiche, et ils finissent par comprendre d'où vient la source du problème. Après, on peut devenir fétichiste sur le tard, parce que l'histoire qu'on vit avec telle personne est tellement forte qu'on va la fétichiser. Mais c'est pas forcément sain pour moi. C'est parce que du coup on devient un peu aveugle, on devient un peu handicapé de la sensualité. Est-ce que tu aurais tout donné pour passer une soirée à respirer cette odeur? À l'époque, le Stéphane de il y a 15 ans. Oui. Non, mais à l'époque, quand le Stéphane qui avait 31 ans, quand je voyais une rousse dans la rue, je la suivais pour essayer de choper un morceau d'odeur, quoi, comme un serial killer un peu maboule. C'est pour ça que c'est pas si sain, quoi. Il faut pas suivre les femmes dans la rue pour sentir leurs odeurs. On peut pas faire ça, c'est mal. Ou alors on le fait discrètement et tout va très bien. Quand tu dis odeur, je sais qu'il y a des gens, il y a une poignée de gens qui vont quand même, je pense, capter tout ce qu'on est en train de dire. Il y en a une poignée qui vont nous prendre pour deux maniaques, deux pervers. Bon, donc c'est plutôt à ceux-là que je m'adresse. Et on est d'accord que, pour ceux qui n'auraient pas compris, quand on dit odeur, c'est une espèce de mélange entre l'artifice et le naturel. C'est-à-dire que c'est un mélange. Faut pas que ce soit trop évident non plus. C'est l'odeur qui se cache derrière le parfum. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de. Si l'odeur est trop là. En gros, si ça sent trop la rousse, c'est pas ça non plus, quoi. Ouais. C'est une espèce de mélange entre l'artifice du parfum du savon, et il faut que derrière, une espèce de côté animal poigne et ressorte comme une chape
par-dessus le parfum. C'est ça le truc génial en fait. Moi, c'est ça que j'ai trouvé génial. Après, j'ai parlé à d'autres amoureux de la rousseur qui adoraient quand ça sentait la rousse à 10 km, ou d'autres qui aiment d'autres types d'odeurs et qui aiment ça. Mais il n'y a pas que les odeurs. Enfin, les rousses, c'est aussi... En fait, la rousse, c'est une femme très voyante parce qu'elle a cette chevelure avec une lumière incroyable dans les cheveux. Et moi, je me suis aperçu que j'aimais les femmes qui cultivaient ou qui ne cultivaient pas, qui les avaient inconsciemment ou involontairement, les codes de l'ultra-féminité. En fait, j'aime ça. Je me suis longtemps menti à moi-même, mais j'aime les ongles vernis, les talons, tout ça. Et la rousse, elle a tout ça naturellement. Voilà. La rousse, elle incarne ça sans avoir besoin des artifices, justement. Alors, est-ce que tu as trouvé d'autres catégories de femmes ? Ah, manifestement oui. Mais bon, comme on n'est pas en vidéo, ça sert à rien que je fasse des allusions que personne comprend puisque personne ne voit. Outre cette espèce de rousseur associée à une pâleur de peau, évidemment, est-ce que tu as trouvé d'autres catégories de femmes qui, par leur extrême féminité, arriver à te faire sentir excessivement homme? Parce que c'est ça qui est agréable avec une femme extrêmement féminine, c'est que c'est la sensation que ça te procure, et tout à coup tu te sens 2 fois plus homme, tu te sens guerrier en fait. Ouais, c'est ça. À part cette combinaison couleur de peau, couleur de cheveux, est-ce que d'autres catégories, il y en a qui l'ont trouvé par exemple en sortant avec des prostituées, parce que bon, c'est des relations de dingue, tu deviens un peu fou, mais elles sont tellement dans l'activation de tous les codes de la féminité, parce qu'une prostituée c'est passif, c'est vénal, c'est souvent pas très intelligent, donc c'est une exacerbation, si tu veux, à un point un peu délirant de tous les codes de la femme un peu effacée, mais par contre très apprêtée, qui a toujours des dessous, machin. Est-ce que d'autres catégories de femmes t'ont permis d'arriver à la même sensation, mais par d'autres chemins? Oui. Enfin, je sais pas si c'est des catégories, mais j'ai rencontré ça. Dans les histoires vraiment amoureuses que j'ai eues, à chaque fois, c'était une femme qui avait ces spécificités-là à sa sauce à elle, on va dire. Mais sans pouvoir les ranger dans des catégories forcément. Et il n'y a pas que... il y a aussi le fait de... Moi, j'ai compris que j'avais besoin de ça pour tomber amoureux. C'est d'être avec une nana qui est très courtisée. Voilà, qui a du succès. Et voilà, avec laquelle l'histoire n'est pas forcément gagnée d'avance. Il y a un peu, je sais qu'il y a de la concurrence, et du coup, ça me renvoie l'image réciproque. Ça veut dire que moi aussi j'ai de la concurrence, et on est 2 individus quand même qui plaisent, et on se choisit quand même malgré ça. On se choisit pas par dépit, donc c'est ça que ça veut dire. Et j'aime bien cette idée-là. Alors mes auditeurs et mes fidèles auront entendu que Stéphane ne dit pas par dépit, et que moi je répète tout le temps pas par défaut. Est-ce que tu crois pas que cette concurrence, on se l'invente dans la mesure où quand quelqu'un plaît à notre bite, enfin à notre cortex, diraient les psys, on surestime la demande. Si, ça, je m'explique. Je sais que tu as compris, mais pour nos auditeurs qui sont moins dans la connivence que nous et qui ont peut-être pas, voilà. En gros, je croise une fille très pâle, très élégante. Je décris un peu mon style à moi, avec les cheveux relevés, etc. Ou les cheveux courts, et qui est une espèce d'élément. Je ne vais pas. Décris-nous ton style de nana après tout. Mon type de fille, c'est une peau très blanche, artiste, une certaine façon de marcher, une minceur, une élégance, des taches de rousseur. D'accord. Une odeur. Ouais. Et un côté à la fois très civilisé et très animal, complètement contradictoire. Donc en gros, ça n'existe, c'est rarissime, quoi. Oui. Est-ce que quand on croise son type, on ne s'invente pas une espèce de fausse concurrence, c'est-à-dire, je croise une fille comme elle me plaît à moi, j'ai 10 potes à qui elle ne va rien faire du tout, et qui vont dire, ah ouais, effectivement, elle est mignonne, mais point barre. Du coup, est-ce que cette concurrence qui te stimule, on se l'invente pas finalement? Parce que quand tu croises quelqu'un qui est ton style, ta petite amie qui est à ma droite est très, très mignonne, mais je connais des amis à qui elle évoque rien du tout, quoi. Oui, bien sûr. Elle sera froid complètement. Est-ce qu'on ne s'invente pas une concurrence? Si, je pense qu'on exagère, c'est clair, mais je pense qu'il y a quand même un socle de réalité qu'on peut constater. Plein de mecs qui n'aiment pas les rousses. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Ils n'en ont rien à secouer, voir ses limites. Ouais. Surtout les rousses. Les rousses, je sais qu'elles effraient plutôt qu'autre chose. Mais à mon avis, le fait qu'elles repoussent comme ça traduit une espèce de désir, quoi. La crainte, la répulsion évoque toujours un désir refoulé.
Et si, je pense qu'on exagère, mais on peut aussi constater, quand on sort dans la vie de tous les jours, le succès de sa nana. Enfin, il suffit de voir les regards des hommes qui se tournent. C'est simple à vérifier, quoi. Et ça, c'est intéressant à vivre, je trouve. Moi, je préfère que des mecs regardent ma copine que les mecs ne la regardent pas. Voilà. Alors, quand on a un morphotype, est-ce qu'on le... Comment dire ? Je reformule, reset. Quand on en arrive au point où on commence à plus croire que ce morphotype est trouvable, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, justement, c'est là où on lâche, on va voir un psy, on change de morphotype, on s'en invente un autre. Ou alors, on renonce à l'idée de morphotype, ce qui m'est arrivé moi. C'est-à-dire que on s'aperçoit que la quête est vaine, et donc naturellement, on a une espèce de force de vie qui va nous dire mais arrête de t'enliser dans ce truc et retrouve un peu, ouvre tes capteurs, retrouve tes capacités d'émerveillement, et puis on rencontre une nana qui a rien à voir a priori avec sa marotte, et on se laisse charmer, et là on s'aperçoit qu'on est guéri, quoi, de son addiction. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, mais il y a eu un petit travail introspectif quand même. Est-ce que tu crois à l'attirance des contraires ? Est-ce que tu crois à la vieille théorie génétique qui est que les opposés font les meilleures descendances, et donc si t'aimes les rousses, c'est que t'es brun, si t'aimes les blonds, c'est que t'es brune, etc., etc. Peut-être que ça marche, peut-être que certains humains recherchent ça. Je pense faudrait poser la question à tout le monde. Dans mon cas, non. Moi, dans mon cas, le contraire physique, j'aime bien. Le côté l'ours et la poupée, j'aime beaucoup. Mais le côté l'ours et la poupée ou la Belle et la Bête, j'aime bien. Ah oui, d'accord. Moi, je suis assez imposant et j'aime bien les petites nanas, les petites crevettes, quoi. Bon. Je confirme. Mais socialement, je peux pas tomber amoureux d'une fille qui n'est pas créative et avec laquelle j'ai pas un minimum de complicité, de connivence culturelle. C'est pas possible. Ça marche pas. Alors peut-être que les contraires physiques s'attirent, mais les contraires sociaux, j'y crois pas. Je pense pas que l'amour soit une espèce de grand raz-de-marée qui puisse faire sauter toutes ces barrières-là. Moi, une fille qui sait pas écrire, qui a pas de vocabulaire, qui lit pas, qui a pas une activité artistique, ça marche pas, quoi. J'ai essayé, ça marche pas. Je m'emmerde, je suis pas stimulé, je l'admire pas. Parce que j'ai besoin moi, je suis un créatif et j'ai besoin d'admirer la créativité de ma partenaire aussi. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu bouquin, parce que c'est quand même ton activité principale, même si j'ai cru comprendre que tu écrivais pas seulement sur un média papier, mais pour la radio, etc. Alors, ce bouquin que j'ai entre les mains, donc je vous mettrai le lien juste après le podcast, pour que vous voyez à quel point ça vaut le coup. J'ai corné une page, ma prof de français aurait pas été contente, mais j'ai corné une page et j'aimerais bien vous en lire quelques lignes, et puis après on va parler de tes bouquins préférés, et puis si on a le temps, du monde de l'édition, de la publication. Bref, donc là on est au tout début, et tu es dans la description de cette relation qui a initié le cycle Rousse, cycle qui remonte à 10 ans maintenant. Ce petit jeu se poursuivit pendant des mois, nous vautrâmes. N'ayez pas peur du passé simple, hein. En fait, ça passe bien. Ça fait un peu peur comme ça, mais ça passe bien. Nous vautrâmes comme des gorées dans le verbe fan-jeu et les jeux de domination en contrepartie de moments d'une tendresse inouïe. C'était notre façon de nous rapprocher. Chaque nouveau pas dans l'abject et le sadomasochisme renforçait un lien qui, de complice, se transforma progressivement en gémellaire. Le mot dont je te parlais tout à l'heure. L'indestructible connivence qui finit par nous unir, nous allâmes la puiser dans l'ordure, la saleté érigée au rang d'art, le véritable art crade que la pornographie n'a jamais su montrer puisqu'elle ne filme que le sexe et jamais l'amour. Nous étions les aristocrates élitistes de la baisse salace, dépourvus de toute humilité, etc. Et bien résolus à déchiqueter le bienséant, le propre et l'avouable de leurs becs acérés. Et bien c'est tout comme ça, la raison pour laquelle je vous le recommande entre autres. Alors, pour écrire comme ça veut dire que tu as beaucoup lu, il n'y a pas de mystère, c'est toujours comme ça. Tu lis quoi, et si tu devais me citer tes 2 ou 3 bouquins préférés, ça serait quoi ? C'est compliqué ça, voire impossible. Je lis tout et n'importe quoi. J'ai lu des classiques, des polars, beaucoup de science-fiction, de la littérature érotique, de la littérature française, américaine. J'ai un peu essayé tous les pays
Je vais quand même jouer le jeu. Peut-être des livres qui m'ont le plus marqué, je dirais Le bûcher des vanités, qui est un livre génial. J'ai oublié le nom de l'auteur, il m'est sorti de la tête là. Il en a ressorti un il y a pas longtemps. En fait, ce livre il est bien parce que c'est le remède à toute forme de manichéisme intellectuel. Personne n'est gentil, personne n'est méchant, tout le monde a tort. C'est un gars qui se retrouve un peu embringué dans une affaire de viol qu'il n'a pas vraiment commise, mais il a tout un tas de groupes, de communautés qui lui tombent autour et qui se mettent les avocats de leur côté, et finalement il se trouve embarqué dans une machine infernale, et ça démonte ça. Donc le bûcher des vanités, et en plus c'est cynique, truculent, très drôle, c'est un gros pavé d'un auteur américain contemporain, dont j'ai donc oublié le nom. Sinon, je garde un souvenir ému de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, qui est un peu un mythe pour beaucoup de monde, parce que quand j'écris pas de l'érotisme, j'aime beaucoup écrire des choses d'ordre humoristique. J'aime beaucoup le rire. Pour moi, c'est le premier reflet de l'intelligence, et c'est le livre qui m'a le plus fait rire au monde. Voire peut-être l'œuvre, parce que c'est ce genre de livre où on est obligé de le reposer tellement on rit pour pouvoir reprendre sa lecture. Et ça, c'est toutes les 3 pages sur un pavé de 600 pages. Voilà. Et après, si je laisse filer mes souvenirs, j'ai des bons souvenirs d'Heroic Fantasy quand même. C'est pas original, mais Le Seigneur des Anneaux, ça a été un vrai choc quand j'avais 17 ans. Et puis plein d'autres. À l'Est d'Éden, les grandes fresques de ce genre-là, des livres américains, des livres érotiques aussi. Un livre d'Esparbeck qu'on édite à la Musardine m'a convaincu qu'on pouvait vraiment écrire du cul et que ça avait une vraie valeur ajoutée par rapport aux images pornographiques, sur lesquelles je crache pas par ailleurs. Sans jeu de mots. Et voilà, enfin plein de choses, je m'en souviens pas. Effectivement, je lis pas mal, donc je lis aussi beaucoup d'essais, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, en gros, à chaud. Alors, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, mais ma mémoire me fait des tours, je ne sais plus si on le disait on ou off, les frontières du érotique, pas érotique, porno, pas porno ont complètement bougé depuis 50 Shades, ouais. Où on a pu voir vendu à la Fnac et partout des histoires de fist fucking, de boules de geisha, etc., ce qui aurait été impensable avant. Du coup, aujourd'hui, comment dire, quel est ton avis, qu'est-ce qui est ta réflexion ou ta sensation, peu importe, dis ce que tu veux, sur le fait que un 50 Shades ou le nouveau là qui s'appelle Bâtard sensible ou Bâtard je sais plus quoi, que j'ai pas encore lu mais qui va être à peu près dans le même genre à mon avis, on va dire son grand public admis et c'est ce qu'une jeune nana va lire au bord de la piscine l'été, alors que quand moi j'ai parlé sans faire une promo on va dire d'attaché de presse, mais j'ai parlé de ce bouquin qui m'a beaucoup plu et j'ai essayé de le prêter même à ma copine et j'ai dû lutter contre une réaction négative. Alors que la qualité est infiniment supérieure. Qu'est-ce qui explique, à ton avis, que les aventures d'une pauvre fille sans talent qui accepte, en échange d'argent, de se faire foutre des boules de geisha, ce qui est quand même la définition de la vulgarité, de la vénalité et de la limite de la prostitution, et ben ça se lise au bord de la piscine l'été dans tous les pays du monde sans aucun problème, alors que la quête introspective décalée, matinée d'humour d'un type qui dit bah ouais, il y a 10 ans j'ai fantasmé sur les rousses pour telle et telle raison, et ben du coup que tu as l'impression de devoir passer une espèce de mur de honte pour le convaincre quelqu'un. Ce décalage m'intrigue, m'agace un peu, et j'aimerais ton avis là-dessus. Pourquoi A passe et B passe plus difficilement? Parce que c'est pas le livre qui passe, c'est l'histoire qu'on vend autour du livre. En l'occurrence, dans le cas de 50 Shades, c'est l'histoire de son auteur. Tu l'as lu? Je l'ai lu en travers. J'ai eu les 10 premières pages. Ensuite, c'est une vraie merde ce livre. Si on aime la littérature érotique, il y a plein de choses. Si on aime le SM, il y a plein de choses de meilleure qualité. C'est mal écrit, c'est mauvais. L'imagination fantasmatique est zéro. C'est très moral. C'est guimauve. C'est pas bandant. C'est nul. C'est très moral. T'as quand même une pauvre fille sans talent qui accepte contre des cadeaux et des biens financiers de se faire fist-fucker, quoi. Oui, mais c'est ça. Oui, mais toujours avec ce vernis d'histoire d'amour, parce qu'elle est amoureuse. Elle est
amoureux, ça sauve le truc. Mais le SM, on n'est pas forcément amoureux. On peut être manipulé. Le soumis peut manipuler le maître et réciproquement. Et il y a vraiment des récits qui démontrent ça et c'est passionnant. Donc là, ce qu'on vend, c'est pas tant le livre que l'histoire de cette mère de famille américaine. Quand on la voit, elle est bien sous tout rapport. Donc la femme à laquelle on s'identifie, qui écrit son livre érotique et qui devient une success story. Donc je pense que ce qui a fait le succès, c'est beaucoup les femmes qui l'ont acheté plus que les hommes, surtout au début. C'est pas tant qu'est-ce que je vais trouver dans ce livre, c'est tiens, il y a cette femme qui se permet ce que moi je n'oserais pas vraiment faire, et en plus ça cartonne et elle en vend 60 millions d'exemplaires et elle est multimillionnaire. Et donc on a envie de partager ce succès avec elle et donc on lit son livre. Et là on découvre que dans les livres, il peut y avoir du cul. Voilà. Et alors. Donc tu veux dire que c'est un livre pour les gens qui ne lisent pas d'habitude? Oui, qui n'ont aucune culture érotique et encore une fois qui veulent s'identifier à la femme qui l'a écrit. Alors que mon livre à moi, voilà, c'est un gros barbu pervers. Forcément, ça effraie les femmes. Enfin, moi, je peux pas vendre la même histoire, c'est pas possible. C'est clair. Et ceci dit, je critique la qualité de 50 Shades of Grey, mais moi, je travaille donc aussi aux éditions La Musardine, qui sont spécialisées dans l'érotisme. J'ai plusieurs fonctions là-bas. Et il faut bien reconnaître que le succès interplanétaire de ce livre a vraiment attiré la lumière sur les livres érotiques. Et toutes nos ventes de fiction érotique sont à la hausse depuis 50 Shades of Grey. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Ça nous a donné de la visibilité auprès du grand public. Et depuis 50 Shades, il se passe pas une semaine, sans exagérer, où il n'y a pas une équipe télé ou une équipe radio qui viennent à la librairie La Musardine pour faire une enquête sur le phénomène 50 Shades of Grey et qui, au passage, découvre qu'il y a d'autres livres. Donc pour nous, c'est génial. Donc t'es pas agacé par le fait que le premier qui ait percé la dalle de verre soit une merde? Non, mais c'est un peu exaspérant. Mais en même temps, je pense que les gens qui vont vraiment prendre goût à la littérature érotique vont venir à la qualité et que la qualité va enfin apparaître aux yeux du grand public. Mais je pense pas qu'un truc trop exigeant puisse devenir grand public. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un gros phénomène mainstream autour d'un fait, d'un livre, d'un film. Et ensuite, les gens affinent leur culture en étant rentrés par la grande porte. Alors, tiens, profites-en, fais ta pub. Pour les gens qui voudraient lire de l'érotique bien fait, et donc pas 50 Shades ni 50 Shades of Light Grey, ou je sais pas comment s'appelle la suite, ce que tu leur recommandes, ça peut très bien être à la Musardine ou ailleurs. Par quelle porte un peu moins pourrie on peut rentrer dans ton monde? Déjà, il y a les grands auteurs classiques ont beaucoup écrit l'érotisme, et ne serait-ce que les 11 000 verges d'Apollinaire, c'est un étalage de perversion et de débauche vendu à la Fnac, depuis des lustres au rayon classique, mais incomparable par rapport à 50 Shades of Grey, par exemple. Si on veut vraiment s'émoustiller, voire se choquer, il faut lire ce livre. Et il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit des choses comparables. Ensuite, dans les contemporains, il y a un modèle qui est notre plus gros vendeur à la Musardine, qui a un succès incroyable auprès des hommes comme auprès des femmes. C'est ça qui est intéressant. C'est Esparbeck qui a écrit... Esparbeck. Ouais, c'est un pseudo, c'est E-S-P-A-R-B-E-C. Donc n'importe quel livre d'Esparbeck, mais je recommanderais La Pharmacienne, qui est une espèce de marivaudage porno c'est un dispositif de théâtre de boulevard avec le mari, la femme, l'amant, mais ça dégénère à la grosse partouze. Et il a une écriture incroyable, c'est-à-dire qu'elle est très technique et en même temps, elle suinte le sexe à chaque mot. Elle est très gourmande. Et c'est imparable. Quand on lit Esparbeck, on est obligé de s'arrêter toutes les 10 pages pour se masturber. Voilà, mais il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit, beaucoup d'hommes qui me l'ont dit aussi, quoi. Ça émoustille, ça augmente la tension sexuelle et voilà. Et sinon, après, je peux continuer de faire ma pub en effet, mais je pense que c'est pas une mauvaise publicité. Une collection de nouvelles érotiques à thème, dont je suis le directeur de collection, donc je fais vraiment ma pub, qui s'appelle Oser 20 histoires. Donc chaque thème réunit 20 auteurs différents qui s'essayent à un sujet. Donc on a fait Oser 20 histoires de fellation, Oser 20 histoires de SM, Oser 20 histoires de sextoys. Et ça c'est pas mal parce que le format de la nouvelle qui est très court peut donner un aperçu de ce qu'est l'écriture érotique. On n'est pas obligé de s'embringuer dans un long pavé de 500 pages. On lit 2-3 nouvelles, on voit si ça nous plaît ou pas. Et celles-là sont assez grand public, donc pour moi c'est une bonne porte d'entrée. Et si on veut approfondir, là, on s'intéresse, on tape littérature érotique dans Google et il y a suffisamment de documentation pour nous orienter, quoi. Super.
Depuis le début de cette interview, je cherchais une conclusion sans la trouver, et puis finalement j'ai trouvé. La conclusion, à mon avis, c'est le fait qu'on ait une présence surprise qui est ta petite amie dans la pièce. Est-ce que, comme conclusion, on pourrait simplement faire l'histoire de votre rencontre? Ça m'intrigue. Moi, je connais le mail type sur le site. Je me demande si c'est un site de rencontre ou pas. J'ai cru comprendre que non. Voilà. Comme je trouve que plutôt que de finir façon disserte de français au lycée, oui, une petite histoire vraie sur votre rencontre à vous me paraît plus intéressante. Donc voilà, je sais pas qui veut la parole, et je peux à la limite laisser mon micro à Alice. Tu veux pas faire le parce que sinon on n'aura qu'une version, hein, donc si tu veux le contredire, tu pourras pas. Tiens, au cas où tu veux le contredire, tu parles dans le micro. Non, mais c'est une question intéressante, elle permet de boucler la boucle, parce que je l'ai rencontré sur ce qui pour moi est en train de devenir le principal site de rencontre qui va niquer la concurrence des mythiques et de tous les sites marchands, c'est Facebook. Et c'était pas du tout une rencontre intéressée, on s'est mis à parler professionnellement, parce qu'elle a participé à un projet de livre qui a été, en tant que modèle, disons-le, qui a été soumis à la Musardine. Et donc au début on parlait boulot, elle faisait aussi des chroniques radio pour lesquelles je lui envoyais des livres. On s'est mis à parler boulot, et puis on s'est pris de sympathie l'un pour l'autre. Puis du coup, j'ai un peu été voir les photos qu'elle faisait, et je me suis dit, je vais la pécho. Voilà, non mais si. Voilà, mais Facebook, le nouveau site de rencontre, quoi. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Comment tu l'as vécu de ton côté à toi, alors? Moi, c'était pour ça. Et c'était un peu pareil. Je l'ai rencontré comme attaché presse à la Musardine. Il m'envoyait des bouquins pour mes chroniques littéraires, parce que j'aime des chroniques littéraires. On peut écouter? Oui. Sur quelle radio? Sur mon Facebook, j'ai mis les liens vidéo, et sinon c'est la radio Sun à Nantes. Ok, voilà. Tu veux faire la promo de Non, mais... et voilà, et du coup, c'est comme ça que les choses ont commencé, mais à titre totalement professionnel au départ. Oui, enfin une discussion sympathique, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. A pris notre tournure, et puis... voilà. Et puis il a vu que tu avais les ongles faits, et ce qui est de plus en plus rare. Ouais. Ce qui est de plus en plus rare. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je pense qu'on a bien balayé dans tous les sens les questions que j'avais initialement, même si on les a défaites, tant mieux. Ça sera, je pense, encore plus intéressant pour nos auditeurs. On a évidemment dépassé sur l'horaire que j'avais prévu, mais ça, je m'en doutais un peu. Donc, allez, je rappelle, tu t'appelles Stéphane Rose. Et ça n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom. J'en suis surpris parce que j'étais persuadé que oui. Donc, t'as fait comme moi, tu y es allé franco, en fait. Vrai nom, vrai prénom sur le bouquin. Tout ce que je fais, mais tout ce que je fais dans la vie. Ouais. Le livre initial sur lequel cette idée d'interview est partie s'appelle misère-sexuel.com, et le livre qui vient d'être réédité et sur lequel cette interview a dévié s'appelle Pourvu qu'elle soit rousse. Voilà, moi c'est Stéphane de spikeseduction.com, et je vous retrouve pour un prochain podcast. On va essayer de laisser passer moins longtemps avant le prochain. Voilà, merci à tous, au revoir, à bientôt. Merci, bravo. Dis donc, quelle interview.